Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo parce que la semaine dernière, oui, du coup, je pouvais pas. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était la première partie de celle-là, en gros. On avait parlé de quatre pays qui avaient, enfin, quatre des 8 pays qui, selon moi, ont connu le plus gros, les plus gros glowdown, c'est-à-dire qui sont dégradés le plus, qui sont passés peut-être de pays surpuissants, d'empires surpuissants, de pays dominants ou en tout cas juste de pays beaucoup mieux et dans une bien meilleure position que ce que le pays est actuellement. Donc on avait parlé, je pense du coup il y avait la Serbie, il y avait la Corée du Nord, la Côte d'Ivoire et la Colombie, pas dans l'ordre. Et aujourd'hui on va parler des quatre autres pays du coup qui selon moi ont connu les plus gros glowdown. Donc parmi eux, les deux que vous avez vus probablement sur la miniature, on va pas encore en parler, et les deux autres. Et du coup, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va se lancer avec un pays qui est sur la miniature. Du coup, le premier pays sur la miniature, l'Iran. Alors, on va partir assez loin parce que c'est la première fois dans cette série où je fais, vous savez, les 8 pays qui ont connu les plus gros, insérer le contexte. Ça, c'est la première fois que je pars avant l'an 0, voilà, avant l'an du coup 1 après Jésus-Christ. Donc on va passer en 550 avant Jésus-Christ. Là, c'était la fondation du coup de l'Empire perse. Voilà. Donc l'Empire perse, c'était surtout une dynastie en fait. Et pendant longtemps, l'Iran a été sous le contrôle de dynasties, même jusqu'à 1925, avec le début de la dynastie Pahlavi, qui était la dernière dynastie pardon, iranienne. Et celle-là, elle a duré jusqu'à 1979, la date de la révolution islamique. Alors, du coup, ça a causé le début de la République islamique d'Iran, donc la première fois que l'Iran était une république, et pas une monarchie, pas une dynastie, voilà. Et depuis du coup cette révolution, les relations entre l'Iran et le reste du monde, on pourrait croire que vu qu'ils sont passés de monarchie à république, ils se sont adoucis, qu'ils ont eu plus enfin, qu'ils ont eu plus d'alliés. Au contraire, ils ont eu beaucoup plus d'ennemis, de conflits. Les relations entre l'Iran et le reste du monde se sont détériorées. Le premier exemple principal, c'est la première guerre du Golfe opposant l'Iran à l'Irak. Euh, donc c'était une guerre, bon c'était quand même lancé par l'Irak, par Saddam Hussein, mais il n'empêche que un an après la nouvelle formation de l'Iran, ses voisins à l'Iran vous voyez déjà le pays comme une menace, c'est-à-dire que c'était vraiment il s'est rien passé en fait là-bas, vraiment l'Iran il y a eu une révolution et puis genre il s'est rien passé de fifou. Enfin si du coup la révolution, mais après ça, une fois que l'Iran est devenu indépendant, rien d'incroyable. Et pourtant certains voisins, notamment du coup l'Irak de Saddam Hussein, voyaient l'Iran comme une menace. Et on peut comprendre pourquoi, parce que aujourd'hui l'Iran a des tensions avec notamment Israël et les États-Unis, donc deux pays occidentaux, et juste le reste du monde occidental en général. C'est un pays très anti-occidental en fait, très j'ai pas envie de dire arriéré, mais un petit peu quand même. Du coup, pour résumer, l'Iran s'est passé d'un pays puissant, enfin c'était quand même des empires qui se succédaient, qui avaient beaucoup de territoires, allant de Grèce en Égypte, en Inde, en Russie même. Euh, et donc il s'est passé à ça, un pays dominant aussi forcément parce qu'ils avaient beaucoup d'influence. Ils rentraient souvent en conflit, c'est vrai, mais c'était souvent eux qui finissaient par gagner. Et c'est maintenant un pays qui a beaucoup d'ennemis, qui rentrent régulièrement en conflit, et principalement pour des raisons religieuses, parce que l'Iran c'est un pays chiite comparé à la plupart des autres pays musulmans qui sont sunnites. Donc voilà. On va maintenant passer à notre deuxième pays, donc on va aller en Afrique. La dernière fois on avait déjà parlé de la Côte d'Ivoire comme exemple de l'Afrique. C'est un très bon exemple. Donc voilà, je sais pas si celui-là est mieux ou un peu moins. Donc on va rester dans la même région, c'est même un pays qui est frontalier à la Côte d'Ivoire. On va aller au Mali. Alors le Mali, on pourrait croire que ça a toujours été
la merde en gros. Mais pas forcément, on va remonter cette fois-ci jusqu'en 1226, parce qu'en 1226, c'était la création de l'Empire malien, qui a duré jusqu'à 1610. C'était l'empire le plus riche en Afrique, et c'est un empire notamment connu pour avoir été le pays de Mansa Moussa. Donc vous connaissez peut-être ce nom, c'était l'homme le plus riche ayant jamais vécu. Il possédait 90% de ce qui était en gros l'or du monde, quoi. Enfin, il avait 80% 90% euh, de tout l'argent en fait sur Terre. Clairement, c'est assez impressionnant forcément. Mais après la fin de l'Empire malien, on va passer en 1892 parce que c'était le début de la colonisation française sous le nom du Soudan français. Voilà, c'est assez drôle. Et c'est en 1960 que la France a donné son indépendance au Mali. Alors, je ne vais pas préciser évidemment ce qui est passé, mais colonisation insinue esclavagisme, insinue beaucoup de choses horribles. Et en général, quand je dis d'un pays qui se fait coloniser, c'est vraiment à partir de là que commencent vraiment les mauvaises nouvelles pour un pays. Parce que ben, la colonisation, c'est jamais quelque chose de bien et ça entraîne toujours à des problèmes. Ça fait que suite à la colonisation, le pays devient forcément, enfin, ça devient la merde, quoi, parce que les colons se rendaient pas compte, mais ils mixaient des tribus qui s'entendaient pas du tout ensemble ben, dans un seul territoire et ils les forçaient à cohabiter. Et ben, des fois, ça marchait pas du tout. C'est d'ailleurs ce qui a causé le génocide du Rwanda. Euh, mais voilà. Du coup, pour le Mali, ben, c'est un peu pareil, ça n'a pas du tout marché. Parce que du coup, depuis forcément l'indépendance, déjà le Mali, c'est un pays très pauvre d'Afrique avec très peu de droits humains. Mais on va parler principalement d'un cas. En 2011, c'était la création du mouvement de libération d'Azawad. Alors Azawad, ça représente le Mali, c'est une forme assez particulière parce qu'en gros, il y a un énorme carré et en dessous, il y a un autre carré plus petit. Et ben en gros, dans ce plus petit carré, il y a la capitale Bamako. C'est vraiment là où la plupart du pays habite. Et en fait, ce gros carré en haut, ça s'appelle l'Azawad et c'est la région du Mali qui veut devenir indépendante, qui veut se libérer parce que en Azawad, c'est des Touaregs. Ils parlent une langue Touareg, donc ils utilisent un autre alphabet que le reste du Mali. C'est euh, c'est une zone beaucoup plus rebelle, c'est le Sahara, c'est le Sahel. Et voilà. Et le 17 janvier 2012, ça a été officiellement le début de la guerre du Mali suite à l'insurrection de certains groupes rebelles pro-Azawad, donc de la part forcément du gouvernement malien de Bamako. Donc pour résumer, le Mali s'est passé d'un pays riche et développé du continent africain, ce qui est rare de nos jours malheureusement, à un autre pays du continent africain du coup, non développé et en plus en guerre civile. Des pays en guerre civile, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, il y en a 8. Alors, ça me paraît pas beaucoup. C'est quand même beaucoup. Enfin, ce serait mieux s'il y en avait zéro. Évidemment, ce serait mieux que si un pays en place, en fait, que ce soit que ce soit le choix de tout le monde, que tout le monde soit heureux. Là, pour le coup, du coup, d'être au Mali, que tout le monde soit fier de l'identité malienne, qu'il n'y ait pas d'histoire d'Azawad. Et même s'il y a des histoires des Awards, c'est pas grave que tout simplement le Mali accepte que c'est un peuple qui a été rassemblé ensemble alors que il fallait pas les rassembler, tout simplement, et accepte d'être divisé. C'est pas grave de perdre du territoire si c'est pour le mieux ben, du peuple Azawad qui est quand même du coup, enfin on rappelle à ce moment-là c'est quand même un peuple malien pour le Mali, donc autant qu'il soit plus heureux et quitte à perdre du territoire, et ben franchement je pense que ça aiderait encore plus le Mali, ça parce que à cause de la guerre, ils ont quand même perdu beaucoup d'alliés, notamment ben, les Européens, la France et tout. Euh, donc au moins, ça ramènerait peut-être les alliés occidentaux et ben, ça ferait quelque chose de mieux, je pense. Mais bon, on n'y est pas encore. Il y a encore des pays en guerre civile et c'est bien dommage. On va maintenant passer au deuxième pays qui était sur la miniature et celui-là c'est un peu plus surprenant. Vous savez, à chaque fois j'aime bien mettre un petit pays surprenant dans la vidéo et j'ai l'impression que c'est toujours le troisième en fait pays que j'annonce. C'est toujours le troisième pays qui est un peu surprenant, que ce soit que ce soit le Salvador ou la Serbie, c'est toujours un peu surprenant de voir des pays
Enfin, on s'attend pas, par exemple, à ce que le Salvador ait connu à ce que le Salvador ait connu une bonne évolution, euh, parce que c'est un pays qui reste quand même un peu pauvre, et on s'attend pas à ce que la Serbie ait connu une mauvaise évolution parce que c'est un pays d'Europe, et on se dit, mais, enfin, c'est un pays d'Europe quand même assez développé, enfin, ça va, c'est clairement pas les pires. En le comparant à tous les pays d'Afrique et d'Asie, franchement, ça passe. Et là, le pays, je pense que c'est encore plus surprenant que les autres, c'est l'Italie. Et même moi, comme à chaque fois, je doute un peu de ce choix parce qu'en fait, c'est plus personnel, je pense vraiment. Alors objectivement, il y a eu un glow down, oui, mais objectivement encore, il n'est pas énorme. Subjectivement, je trouve que c'est un très gros glow down. Objectivement, pas vraiment. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on va repartir dans les années avant Jésus-Christ. On va partir cette fois en 27. On va quand même se calmer un petit peu. Avec 27 avant Jésus-Christ, du coup, avec la fondation de l'Empire romain. Alors, c'est un empire extrêmement puissant, populaire, connu. Enfin, j'imagine que c'est sûr que vous avez entendu parler de l'Empire romain, c'est sûr que vous en avez parlé en cours, que ce soit, j'imagine, au collège, au lycée, tout ça. Donc, voilà, c'est quand même un empire très très connu, peut-être l'empire le plus connu, je pense, franchement. Et vous savez probablement, en tout cas j'espère au moins pour votre culture G, que en 476 c'était la division de l'Empire romain. Donc entre l'Empire romain de l'Ouest et l'Empire de l'Est qui s'appelle qu'on appelle plus fréquemment l'Empire byzantin. Alors, on va pas partir dans les détails de ça, on va juste dire que le 29 mai 1453, c'était la prise de Constantinople et la fin des deux empires romains, enfin de l'Empire byzantin. L'autre était mort un petit peu avant, mais c'est pas grave. Alors, du coup, c'est la fin définitive dans l'Empire romain. Il n'y a plus d'Empire romain. Là, c'est fini. Voilà. Et on va repartir en 1882. Là, c'était la formation de l'Empire italien cette fois. Donc, c'était un empire un petit peu plus chaud, on va dire. Alors, encore une fois, subjectivement, c'est déjà un blowdown. Parce que ils ont perdu du territoire, et même s'ils ont gagné du coup parce qu'ils avaient contrôle sur la Libye, l'Éthiopie, l'Érythrée et la Somalie, certes, mais pour moi, subjectivement, c'est un glowdown parce que enfin, c'est quand même pas du tout un bon empire. Enfin, c'était pas dirigé par les bonnes personnes. Donc voilà, c'est déjà un glowdown. Mais objectivement, pour l'instant, tout va bien pour l'Italie. Vraiment, tout se déroule à merveille. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'est alliée avec l'Allemagne et c'est potentiellement la grosse erreur de l'Italie, je pense. Parce qu'évidemment, vous savez, enfin, j'espère encore une fois pour votre culture G au moins, que l'Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est de l'histoire très basique que je vous fais là. Franchement, je, ouais, je pense que des profs de CM2 font mieux que moi. C'est pas grave. Parce que du coup, enfin, l'Italie s'est alliée avec l'Allemagne et l'Allemagne a perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que l'Italie s'était déjà détaché de l'Allemagne juste avant qu'ils perdent. N'empêche, il y a quand même eu des conséquences. Il y a eu déjà la fin de l'Empire italien en 1960 après la perte de la Somalie, enfin l'indépendance de la Somalie. Mais depuis ça, du coup, enfin c'est assez récent quand même. L'Italie est dirigée par un gouvernement assez corrompu. On va pas se mentir là-dessus. Un, un gouvernement qui fait pas les choses comme il faut. Parce que au lieu de venir en aide à ces pays qu'ils ont colonisés pendant autant d'années, du coup, comme je dis, de 1882 à 1960, donc la Libye, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, au lieu de venir en aide à ces pays-là, notamment à la Libye, l'Italie préfère les ignorer, faire comme si c'était jamais produit. Et pour moi, subjectivement, rien que ça, c'est un glowdown. Rien que ça, c'est un énorme glowdown parce que l'Empire romain, alors évidemment, c'est pas du tout parfait. Si je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si l'Empire romain existait aujourd'hui, ce serait clairement l'un des pires pays parce que pas du tout développé. Mais on était enfin, on était en 27 avant Jésus-Christ, quoi. Donc faut pas forcer non plus. Je pense que pour ce qui était de l'Empire romain avant, oui, l'Italie a clairement connu un gros, gros, gros blowdown. Parce que c'est un pays corrompu, j'ose le dire, je pense que c'est clairement un pays corrompu. Et avant c'était surpuissant, avant c'était dominant, maintenant l'Italie c'est
plus dans ce jeu-là. C'est plus l'un des pays les plus importants en Europe. Je ne pense pas, clairement. Je pense que il y a le Royaume-Uni, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Russie, il y a la Turquie. Ça fait techniquement partie de l'Europe. Donc, je pense que l'Italie n'est plus un pays indispensable en Europe. Et en fait, c'est dommage parce que avant, l'Italie c'était le pays. Donc voilà. Et on va finir par peut-être le pays le plus obscur dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, à part peut-être à l'exception de la Voïvodini, qui n'est même pas un vrai pays. Mais bref, on va parler de la petite île Pacifique. Il me semble que c'est le troisième plus petit pays sur Terre. Voilà, le troisième plus petit pays, c'est Nauru. Alors, qu'est-ce que c'est Nauru? Du coup, c'est une mini-île, vraiment, c'est minuscule. C'est microscopique cette île dans le Pacifique. Du coup, voilà, c'est un pays d'Océanie. Et en fait, je pense que c'est ça. Alors, c'est un peu surprenant vu qu'on a parlé de gros gros pays, mais justement, en fait, je pense que Nauru c'est un pays qui est mal vu, alors que leur histoire est incroyable. Enfin, mal vu, même mal connu, parce que son histoire est absolument incroyable. Je trouve personnellement que l'histoire de Nauru est folle. Euh, Parce qu'on va commencer cette fois-ci beaucoup plus tard que les autres pays. On va commencer à la Seconde Guerre mondiale, mais je vous promets que c'est prometteur. Je vous promets que c'est prometteur. Oui, cette phrase c'est une phrase. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, l'île de Nauru s'est faite coloniser par le Japon. Et c'est seulement le 31 janvier 1968 que le Nauru obtient Nauru, tout simplement, c'est Nauru. Que Nauru obtient son indépendance. Je sais pas comment vous voulez que je pense. Nauru. En fait, à la française, ce serait Nauru, mais techniquement, la vraie prononciation, c'est Nauru, donc je prononce comme ça. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que dans les années 80, je vais y arriver à pas mettre un déterminant à la bonne française devant le nom de chaque pays. Je vais y arriver. Dans les années 80, Nauru devient l'un des pays les plus riches sur Terre, peut-être le pays le plus riche sur Terre. C'est un peu dur à dire parce que c'est un pays tellement petit que en fait, c'est dur de calculer son PIB. Mais en tout cas, c'était clairement enfin les années 80, c'est quand même la guerre froide, donc tous les pays sont un peu ravagés. Et pendant ce temps-là, Nauru va parfaitement bien. Nauru s'en fout complètement de la guerre froide parce que eux, ils font du business. C'est une mini-île qui fait du gros business grâce à l'exportation de phosphate. Alors qu'est-ce que c'est le phosphate? Quand j'ai vu ça, parce que je connaissais l'histoire de Nauru déjà, mais je savais juste pas comment ça se faisait qu'ils étaient aussi riches. J'ai vu que c'était l'exportation de phosphate. Alors au début, mes recherches étaient en anglais, du coup je me suis dit, ben, je vais traduire phosphate d'anglais à français. C'est quand même phosphate, du coup j'ai vraiment dû chercher ce que c'était. En fait, c'est ce qui est utilisé pour fabriquer les fertilisants. Donc voilà, c'est pas incroyable, mais j'imagine que dans les années 80, ça faisait beaucoup de business, les fertilisants, peut-être. Bref, en tout cas, rien que grâce à ça, on dirait limite l'histoire de la Côte d'Ivoire pour l'instant, qui devient ultra riche grâce à un seul secteur. Et autant la Côte d'Ivoire, je les ai blâmés, mais Nauru, franchement, c'est un pays tellement petit que je pourrais même pas dire ce qu'il y a là-bas. Ben, du phosphate, du coup. Enfin, non, du coup. Parce que dans les années 90, forcément, ben, je le redis pour une énième fois, Nauru, c'est tout petit. Donc, les réserves de phosphate se sont épuisées parce que le phosphate, c'est quand même de la roche. Alors, certes, il y a beaucoup de roches, mais une île aussi petite, t'as vite fait le tour quand même. Hein. Ouais, donc la roche, ben, au bout d'un moment, il n'y en a plus. C'est c'est pas une ressource infinie, en fait, c'est la roche, le phosphate. Et ce qui est arrivé à Nauru, c'est que, contrairement à la Côte d'Ivoire qui s'est fait voler la vedette par ses voisins et qui a souffert du fait que le cacao, franchement, ça, c'est pour le coup une ressource beaucoup plus longue que le phosphate, tout simplement parce que tu pourras toujours planter des cacaotiers et en plus les cacaotiers produisent énormément de cacao et évidemment la Côte d'Ivoire est bien plus grande que Nauru, donc le cacao c'est évidemment une source beaucoup plus fiable que le phosphate. Oui, phosphate. Mais ce qui s'est passé, c'est que le prix du cacao a tellement baissé et en plus ils se sont fait voler la vedette par leurs voisins qui le vendaient moins cher. Donc ils se sont fait, ils se sont fait douiller clairement hein, par en fait les pays occidentaux qui en achetaient tellement en masse et qui les forçaient tellement à surproduire à eux et à leurs voisins
qui en plus les voisins vendaient plus cher, que le prix du cacao a énormément baissé, ce qui fait que du coup ça a rapporté moins à la Côte d'Ivoire, plus le fait que le Ghana s'y mettait aussi et volait la vedette à la Côte d'Ivoire. Pendant un certain temps même, le Ghana vendait plus de cacao que la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant c'est quand même la Côte d'Ivoire. Mais voilà, donc c'est une histoire juste qui se fait douiller par tout le monde. Là, Nauru s'est fait douiller par Nauru parce qu'en fait, ils n'avaient pas envisagé que, certes, là, c'est cool la richesse, mais il y a un jour déjà où la guerre froide va se finir et il y a des pays qui vont forger des économies surpuissantes, qui vont dépasser tout ce que Nauru pourrait faire. Parce que bon, le phosphate, c'est bien beau, mais je pense que le pétrole, c'est encore mieux. Euh, et en plus, ben, le phosphate, c'est épuisable. Voilà. Qu'est-ce que ça a causé du coup cette chute cet épuisement du phosphate? Eh bien, ça a causé que l'économie de Nauru a baissé de plus de 90%. Je sais pas à quel point, je sais pas si vous vous rendez compte, 90%. C'est-à-dire que si ça avait baissé de 100%, c'est-à-dire qu'il serait tombé à zéro, en gros. Quoique je suis pas bon en maths, donc faut, faut pas me faire confiance. Non, c'est probablement faux. N'empêche que quand l'économie de la France baisse de genre 4%, tout le monde flippe. Donc 90%, si vous voulez, euh, là tout le monde flippe, tout le monde se chie dessus. Hein. Je pense que parce que quand je dis tout le monde flippe en France, c'est juste que tout le monde râle. Là, c'est pas tu râles, c'est tu pleures, tu déménages, tu changes de pays. Là, 90%, si vous imaginez, si la France perd 90% de ses économies, je déménage. Tout le monde déménage. Là, franchement, c'est la guerre civile, je pense. Je pense que si la France perd 90% de son économie, ça part directement en guerre civile. Ou au moins. Au moins. Euh, et ça a causé que du coup, ils avaient plus de quoi faire pousser leur propre nourriture non plus. En fait, ils avaient tellement peu d'argent qu'ils pouvaient plus rien faire sur l'île. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ben, ils ont dû faire ce que tous les Américains font, manger de la malbouffe exportée des États-Unis. En fait, ils pouvaient plus faire pousser leur propre nourriture parce que leur île était tellement ravagée à cause de la. Ben, en fait, miner du phosphate c'est bien, mais ça ruine les terres clairement. Les terres n'étaient plus fertiles, ne pouvaient plus faire pousser de plantes ni rien. Et c'était mort en fait pour Nauru, ils pouvaient plus rien bouffer. Du coup, ils ont dû tout importer des États-Unis et ce qui coûte le moins cher, c'est-à-dire la malbouffe, le McDonald's, le Burger King. Voilà, moi aussi je fais de la pub pour Burger King, on dirait François Bayrou, c'est incroyable. Ça fait que euh, Nauru déjà, enfin en fait, à cause de la mauvaise alimentation, à cause de l'épuisement des ressources de phosphate, Nauru c'est devenu un pays relativement pauvre. Je pense que là on est clairement sur un des pays les plus pauvres. Alors pas sur Terre non plus parce que encore une fois c'est dur à dire. Il y a des pays qui souffrent beaucoup plus en fait. Mais je pense que vraiment c'est très très pauvre Nauru. J'ai pas regardé, j'avoue. Et en plus c'est le pays le plus en surpoids sur Terre. On se demande pourquoi. Hein. Merci McDonald's. Mais je pense que ça c'est l'histoire la plus extrême qu'un pays ait connue. Quand même perdre 90%. Donc Nauru dans le top 10 des pays les plus riches dans les années 80. Rien que moins d'une décennie plus tard, ils perdent 90% de leur économie. Ils deviennent l'un des pays les plus pauvres sur Terre. Ils deviennent le pays le plus en surpoids sur Terre, alors qu'ils avaient franchement, enfin, ils mangeaient bien, ils avaient des régimes sur les poissons et tout, c'était incroyable. Mais voilà, c'est le phosphate, tout ça à cause de une seule pierre, un seul minerai, le phosphate. Dites-vous bien que la raison pour laquelle Nauru est passé d'un des pays les plus riches à un des pays les plus pauvres sur Terre et en plus est devenu le pays le plus en surpoids sur Terre, enfin, ils ont connu toutes les merdes du monde. Tout ça à cause d'une seule pierre qui a été surexploitée et en laquelle Nauru avait beaucoup trop confiance. Donc voilà. Si la morale de cette première partie, c'était de faire de pas miser une seule, de pas tout miser sur ben sur comment dire,
sur une seule ressource, sur un seul moyen enfin, ne pas baser son économie, voilà ce que je cherchais. La morale de la première partie, c'était de ne pas baser son économie sur un seul secteur, en l'occurrence le cacao. Là, Nauru n'avait pas le choix, donc je dirais que la morale, en fait, c'est surtout ben, se faire des alliés. Si vous avez pas, si vous êtes un pays qui n'avait pas la place enfin, genre vous avez des ressources qui coûtent cher, vous arrivez à vous faire une économie dessus, c'est bien. Mais en fait, ne croyez pas que vous en sortirez tout seul. Il y a forcément un moment où chaque pays va tomber dans la merde, en fait, clairement. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir des alliés même économiques tout simplement, juste pour fournir ce dont on a besoin. Parce qu'on va pas se mentir, là, les États-Unis, pour Nauru, c'est pas des alliés. Si c'était vraiment des alliés, ils apporteraient beaucoup plus de nourriture aux habitants de Nauru. Ils apporteraient pas que de la malbouffe. Ça montre juste que les États-Unis, genre, ils aiment bien faire croire qu'ils aident tout le monde, mais en réalité, ils s'en foutent un peu de Nauru. Ils donnent juste ce qu'ils ont sous la main, ce qui coûte le moins cher à exporter. Et puis voilà, ça passe. Donc, la morale de l'histoire, c'est si vous êtes un petit pays, faites-vous beaucoup d'alliés parce que c'est possible que vous soyez dans la merde un jour à cause de votre secteur d'économie qui s'écroule. Il faut pas croire que vous allez vous sortir tout seul. Et même, je dirais, le gros pays, en fait, faut pas croire que vous en sortirez tout seul. Et c'est l'erreur. La dernière fois, j'avais déjà critiqué. Alors non, en vrai, j'avais plutôt critiqué les pays riches du Moyen-Orient, enfin, genre les Émirats Arabes Unis, tout ça. Et en fait, j'ai envie de dire là, c'est vraiment un message aux États-Unis juste au-dessus de moi là. C'est que en fait, en ce moment, ils s'en foutent d'avoir des alliés. Ils n'ont pas d'alliés les États-Unis. Ils ont envie d'y aller solo. Mais le jour où quelque chose arrivera aux États-Unis, je sais pas, enfin, il y a forcément un jour où quelque chose arrivera parce que on a vu avec l'attentat des Tours Jumelles en 2001 que les États-Unis ne sont pas intouchables. Les États-Unis ont leurs faiblesses. Ils sont pas intouchables, clairement. C'est possible qu'ils se fassent douiller. Et faut pas croire que même si t'es le pays le plus riche sur Terre, que tu vas t'en sortir tout seul. Parce que c'est faux. En fait, sur 197 pays sur Terre, si tu veux, il y en a forcément au moins un qui acceptera d'être ton allié. C'est pas grave si que tu t'allies avec la Chine, avec la Russie, ou avec pardon, excusez-moi, je viens de recevoir une notification. D'accord. Alors, j'étais en train de dire que peu importe que tes alliés soient la Russie, la Chine, ou que ce soit Saint-Marin, que ce soit la Gambie, on s'en fout. Avoir des alliés, c'est important. Il faut savoir faire confiance à d'autres peuples que soi. C'est aussi ça c'est aussi un message du coup que je retiendrai du Mali. C'est c'est toujours écouter ce que le peuple veut. Sinon, ça va partir, sinon ça va partir dans la merde. Sinon, ça va créer des conflits et ça va faire que vous allez perdre vos alliés comme ça s'est produit avec le Mali. Ils ont perdu tous leurs alliés juste parce qu'ils ont rentré en guerre civile et qu'ils ont dit qu'ils avaient besoin de personne. Mais voilà, c'est du coup aussi un message au Mali. C'est pas que les États-Unis qui souffrent de ça, en effet, des plus petits pays moins puissants comme le Mali, la plupart des pays d'Afrique, en fait, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, tout ça, ils souffrent aussi de ça, du fait de croire qu'ils vont s'en sortir mieux tout seuls, mais en réalité, je sais que c'est dur à accepter que la France essaie d'aider les pays africains d'Afrique occidentale. Mais en fait, on a tout ruiné, c'est vrai, mais il faut pas croire que vous allez vous en sortir tout seul parce que même si ça aurait pu être le cas si on vous avait pas colonisé, maintenant c'est trop tard. En fait, on a fait notre merde et c'est triste, c'est vrai, c'est très triste, mais c'est un moment de l'histoire qui est passé. Il faut lâcher l'affaire et il faut accepter l'aide de ses alliés quand on en a, parce qu'il y a certains pays, je reviens à Nauru, qui n'ont pas d'alliés et qui sont vraiment dans la merde. Donc faut que des pays comme les États-Unis ou le Mali soient fiers d'avoir autant d'alliés, d'avoir des alliés puissants, d'avoir des alliés riches. Et même s'ils ont des ennemis, c'est pas grave.
Ça, en fait, ça vaut pas la peine d'abandonner tous ses alliés juste pour vivre une histoire de guerre avec ses ennemis. Ça sert à rien parce que sans alliés, n'importe quel pays s'écroulerait. C'est le cas de Nauru. Et je dirais que c'est ça la morale de la vidéo. Il faut, euh, il faut des alliés. Il faut, euh, il ne faut pas abandonner aussi. Quand c'est la merde dans son pays, il faut pas croire que c'est parce que les alliés vous aident pas que c'est la faute des autres. Euh, dans la plupart des cas, si un pays c'est la merde, alors pas en Afrique du coup, pas tout ce qui est les pays colonisés et tout, mais par exemple en Europe en général, si un pays est dans la merde, c'est parce que il l'a cherché aussi. Alors non, pas l'Ukraine. Je parlais pas de l'Ukraine, clairement pas. Mais imaginons le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, si j'arrivais qu'il soit dans la merde. Pourquoi le Royaume-Uni est dans la merde? Parce que le Royaume-Uni fait de la merde. C'est pour ça qu'ils sont en piteux état. Pourquoi l'Espagne s'est retrouvée dans la merde avec quand ils étaient avec Franco? Parce que Franco a fait de la merde. Il faut pas croire que le problème vient des autres, sinon les pays parano, c'est pas bien. Les pays parano, notamment du coup les États-Unis, c'est pas bien. Il faut savoir faire confiance à ses alliés, voilà. Alors je sais que des fois, c'est sûr que ça va pas forcément marcher. Il y a des alliés qui vont te laisser tomber, mais bon, ça c'est la vie. Et voilà. Du coup, c'est ça la morale de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos parce que voilà, parce que ça me tient à cœur. J'aime beaucoup ce nouveau concept, les 8 pays qui ont le plus quelque chose. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je vous annonce d'ores et déjà que les deux prochaines vidéos sera aussi une vidéo en deux parties. Ce sera quelque chose de très différent de ce que je fais d'habitude. C'est quand même dans la catégorie géographie à peu près, mais c'est très différent, vraiment. C'est pas du tout mon audience de base, donc je vais voir. Alors, je vous abandonne pas. La communauté géopolitique, la communauté géographie un peu nerd de géographie, j'abandonne pas cette communauté, pas du tout. C'est juste que je vais essayer, du coup, avec ces prochaines vidéos, de me forger également une audience un peu secondaire, on va dire, une audience dans les mêmes, un peu dans le même goût, mais voilà, un peu différente. Vous verrez tout ça, de toute façon, vous verrez la notification de mes vidéos, et enfin, sauf si vous n'êtes pas abonné. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Je force personne, bien sûr. Moi, je suis pas un pays corrompu, d'accord. Je ne suis pas l'Italie, je ne vais pas vous forcer à vous abonner. Je vais juste vous inciter si vous voulez savoir enfin quelle vidéo je sors à la suite, si vous voulez continuer de regarder mon contenu. C'est plus agréable en fait si vous êtes abonné, c'est plus facile. Voilà, c'est tout. C'est juste un petit conseil de la vie en fait. Hein, je vous donne des conseils. Apprendre ou à laisser. Et en attendant, du coup, moi je vous dis à la prochaine fois pour cette vidéo pour ces vidéos mystérieuses. Et les papayes.